Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Thetford, c'est la nuit des sans-abri. À Sainte-Sophie d'Halifax, on propose de visiter des plantations d'éoliennes. À Grande-Rivière, une piste d'athlétisme pour dynamiser la communauté. À Chandler, ça bouge au Salon des aînés. À Lanoraie, à l'occasion de l'Halloween, les Beatles eux-mêmes inaugurent un passage pour les piétons. À Cap-Chat, un Oktoberfest mettant en lumière la richesse et la diversité des produits locaux. À Vaudreuil-Dorion, on rencontre virtuellement les gardiens de la tour. À Petite-Rivière-Saint-François, un chalet-musée en mémoire de la romancière Gabrielle Roy. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Neuville, où on a inauguré une promenade paysagère d'une longueur de 20 km qui donne des accès privilégiés aux abords du fleuve Saint-Laurent. Un reportage d'Arthur Bordelot de CJSR. La semaine dernière, le trajet promenade fleuve à Neuville a officiellement été inauguré. Le projet, qui avait débuté en 2019, ne couvre pas seulement Neuville, mais aussi Grondines, Deschambault, Portneuf, Cap-Santé et Donnacona. En fait, vous savez que dans Portneuf, on a la chance d'avoir le fleuve. On a à peu près 70 km de littoral, 5 municipalités, 6 quais. On a aussi, parmi ces municipalités riveraines-là, 3 qui sont labellisées plus beau village du Québec. Donc, il y a plusieurs éléments qui unissent les municipalités du littoral. Promenade fleuve, c'est quoi? C'est une expérience distinctive de promenade paysagère aux abords du Saint-Laurent à la découverte du littoral et de ses paysages diversifiés. Ce n'est pas une promenade comme à Québec, si on pense à la promenade Samuel de Champlain ou autre. C'est pas une promenade en continu bétonné ou autre. C'est vraiment de pouvoir offrir aux marcheurs, justement, proposer des parcours dans chacune des municipalités qui sont faisables, qui sont sécuritaires, qui respectent tout dans le respect du milieu naturel. Donc, c'est une promenade en pièces détachées, si on veut, avec des tronçons qui sont possibles dans chacune des municipalités. Au total, de Neuville à Grondines, il y a environ une vingtaine de kilomètres qui totalisent les parcours qui sont proposés dans chacune des municipalités. Vous comprendrez que ce sont des parcours qui se font à marée basse ou à marée descendante quand ça permet d'aller sur la grève. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments d'information qui touchent les marées. Donc, c'est une tour avec une horloge des marées intégrée. L'horloge des marées qui indique, en fait, quand la marée, à peu près la marée est rendue haut, comment il reste de temps avant la marée haute ou la marée basse. Le maire de Neuville et préfet de la MRC de Portneuf, M. Bernard Gaudreault, est fier de voir les différentes villes portneuvoises se rassembler autour d'une même idée. Bien que chacun des projets conserverait son identité locale, que le tout soit coordonné et supervisé par l'entité supérieure qui est la MRC. Il faut aller y croire. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans Portneuf, nous étions quelque peu chauvins et qu'on aimait se compétitionner les uns avec les autres au lieu d'additionner nos forces pour faire accomplir des projets bénéfiques comme les promenades fleuve. Alors, les années ont passé et en 2019, la décision officielle a été prise par le Conseil des représentants afin de se doter d'une super de belle signature qui mettait à mettre en évidence le littoral du fleuve Saint-Laurent dans les 5 magnifiques municipalités et villes du littoral. Et même si l'été est terminé, l'une des plus belles saisons, c'est l'automne. Et pour celles et ceux qui n'ont pas eu le privilège jusqu'à présent de découvrir les battures et surtout ses richesses, je vous invite fortement à vous approprier ces sites d'exception-là. Vous allez découvrir ou redécouvrir un environnement caché qui a des richesses exceptionnelles tout en faisant de l'exercice. Donc, c'est bon avant, évidemment, de s'encabaner pour l'hiver. Et même pour l'hiver, les accès au fleuve sont encore présents
Et même s'il y a une topographie plus difficile avec la neige et la glace, vous pouvez quand même vous y aventurer de manière sécuritaire. Alors, le dossier Promenade Fleuve est non seulement salutaire, mais nous assurera une pérennité au cours des prochaines années et fera assurément rayonner notre région et nous demeurons attractifs au niveau du tourisme et des nombreux visiteuses et visiteurs. Alors, merci beaucoup. La Fondation Alcoa faisait partie des partenaires financiers pour le projet Promenade Fleuve. Il y a quelques années, quand le projet a été présenté à l'équipe en place, déjà nous avons pris conscience de l'importance de ce dernier, tant d'un point de vue de rendre accessible ce fabuleux fleuve qui fait la fierté des Portneuvois, que de la nécessité d'encadrer et d'éduquer la population qui y circule afin de rendre leur visite sécuritaire et respectueuse des écosystèmes qui y gravitent. Comme les valeurs qui animent la Fondation Alcoa sont l'environnement et l'éducation, vous comprendrez que l'alliance était toute naturelle. Pour cette raison, je peux fièrement annoncer que la Fondation Alcoa a appuyé ce projet avec un don de 60 000 $ américains, attribuable au volet de sensibilisation aux bonnes pratiques pour encadrer la fréquentation des berges et pour assurer la protection des milieux humides et plus fragiles présents sur les tronçons. L'équipe de TV-CRA était à la Nuit des Sans-Abri à Thetford pour rencontrer des intervenants qui aident les personnes en situation d'itinérance. On écoute un reportage réalisé par Mathieu Ampleman. Bonjour et bienvenue à la 3e édition de la Nuit des Sans-Abri, organisée par le Centre Dorémy des Appalaches. Dans le fond, Alison, ce soir, la Nuit des Sans-Abri, t'es la personne ressource dans l'organisation de tout ça. Comment ça s'est passé, toute la préparation? Comment t'as trouvé ça? Ça a très bien été. J'ai eu beaucoup d'aide de mes collègues, de d'autres partenaires aussi. Là. Ça a super bien été. Ce soir, on a commencé après-midi pour tout installer, les tables, tout ça. Très belle équipe, ça a bien été. C'était très cool. Là, la première année, on avait compté une 50aine de présences. Puis l'année passée, environ 150 personnes là, qui avaient rejoint l'événement. Fait que quand même, là, en 2 ans, la croissance de voir les gens, c'est ça, venir participer à l'événement, mais aussi de prendre le temps de cibler des choses. Il y en a qui achètent des choses, il y en a qui en profitent pour faire le ménage. Fait que de voir toute cette croissance-là d'année en année, ce soir, on ne sait pas, mais on voit déjà que ça a été un succès par la présence de tout le monde. Fait que j'ai bien hâte de voir là, le taux de participation. Les partenaires, on a eu le Carrefour alimentaire qui nous ont laissé la cuisine pour qu'on puisse préparer la soupe qui est servie ce soir. On m'a dit à l'oreille que c'est vous qui avez préparé la belle soupe de ce soir. Bien, on n'était pas toutes seules, on était une dizaine. C'est ça, c'est de la soupe, une soupe repas, là, aux légumes, puis des pâtes, puis plein d'affaires. Puis la viande. Ouais. Oui. Tu peux pas ne pas l'aimer. Avec tout l'amour qu'on a mis dans cette soupe-là, ma petite fille, ça réchauffe le cœur, je te le dis. Puis c'est un beau geste que vous avez fait pour nous ce soir. Ben oui, ben oui. Hey, ben merci les filles, je vous souhaite une excellente soirée. Ben je vous remercie beaucoup, puis à la soupe tantôt. À la soupe. Ensuite, on a le centre de pédiatrie sociale qui nous a envoyé quelqu'un pour nous aider à trier les dons. Ensuite, on a eu la boucherie Poulain qui ont fourni de la viande, qui sont venus nous porter des repas aussi, tantôt des petites collations. Cette année, on a la chance d'avoir l'équipe du Starbucks de Thetford Mines pour venir nous servir du café toute la soirée. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à une nuit des sans-abri? Bien, je sais que celle de Thetford, c'est la première fois qu'on participe, mais Starbucks, c'est vraiment fort sur l'implication et sur le bénévolat. Fait que ça se peut que dans les autres régions, ils aient déjà participé. Bien, nous, dans le fond, on faisait un atelier avec les créatifs. Puis, ils nous avaient demandé de faire une toile pour afficher. Mais un moment donné, on faisait ma vaisselle. J'ai eu un flash. Je me suis dit, on fait des dons de vêtements, alors pourquoi pas peindre sur des vêtements? Je trouvais que c'était plus symbolique un petit peu. Fait qu'on a fait une œuvre collaborative, mais en peignant sur des jeans. Je trouvais que c'était symbolique aussi, les jeans, on peut souvent les passer d'une personne à l'autre. C'était quand même un matériau résistant. Fait que c'est ça. On a invité les gens à venir peindre, faire de la canette sur les jeans. Puis le but de cette création-là, tu dirais, ça serait quoi?
C'est un peu de sensibiliser les gens. On a invité les gens à écrire des mots bienveillants pour les personnes qui vivent des situations difficiles. Puis c'est supposé être exposé au Don Rémy aussi. C'est vraiment un beau geste de votre part. Merci beaucoup d'avoir participé à la Nuit des sans-abri. Ça fait plaisir. En espérant vous revoir à la prochaine édition. Probablement. Merci, passez une belle soirée. Salut. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette soirée? Qu'est-ce qui te touche dans cette initiative? Bien, écoute, c'est une 3e année, puis on sait que l'initiative est là depuis longtemps, mais vu qu'on voit la croissance des demandes là, en lien avec l'itinérance, bien, je trouve que c'est le moment parfait pour venir toucher tout le monde, en fait, autant la population qui est si généreuse d'embarquer dans le mouvement, les renseigner sur tout le phénomène de l'itinérance, mais aussi de pouvoir redonner tout ça là, à ceux qu'on voit dans le besoin. Là, donc, ça nous permet vraiment cette transmission des dons-là. Donc, c'est vraiment une belle cause. Bien, mon implication, en fait, aujourd'hui, c'est que je recevais les dons. Je triais un peu les dons, mettre ça dans le camion. J'ai même obligé mon fils à venir m'aider. Puis mon chien. On a reçu des manteaux, des vêtements, des produits d'hygiène, des souliers, des bottes, même des pyjamas. Puis ça va servir justement aux personnes qui sont sans domicile fixe ou qui ont seulement besoin aussi d'avoir un peu de vêtements parce qu'ils sont plus démunis pour en acheter. Donc, à Don Rémy, on fait tout ça. Si je comprends bien, là, moi, je pourrais me présenter directement au centre demain, puis il y aurait des vêtements pour moi chauds. Exactement. Tu pourrais t'habiller de A à Z, à partir des bas jusqu'à la brassière. Hey, mais c'est vraiment un beau geste. Oui, vraiment. De la communauté. Vraiment. Steve, où est-ce qu'on est présentement? En fait, vous êtes dans l'unité mobile du centre Don Rémy, qu'on appelle le Mobile 360. En fait, on offre des services aux personnes qui souffrent de dépendance, en fait. On vient un peu consolider notre offre de services pour tout ce qui a rapport à l'itinérance, à la dépendance. On fait de la prévention, on fait de la réduction des méfaits, on fait de la prévention des surdoses, on dépanne les gens, on donne de l'analoxone, on fait de la formation. On peut accueillir les gens dans notre VR quand il fait froid. Puis on est tout installé, faire un petit café, donner des fois une petite soupe chaude, des sleeping bags, des vêtements chauds. Ouais. Je dirais que les gens sont contents de nous voir. T'sais, c'est sûr qu'on s'assure que ce soit sécuritaire. On s'assure que la personne elle a envie de nous voir aussi. Là. Des fois, on va la voir, mettons, avant à l'espace. Fait que justement, on va pouvoir lui demander est-ce que tu es à l'aise qu'on aille te voir. Puis à ce moment-là, s'ils sont à l'aise, ben nous, on va faire des petites visites, là, des petits check-ups. Allô, est-ce que tu es correct? As-tu besoin de quelque chose? Puis on s'assure que les gens vont bien. Ben, en fait, c'est du travail de proximité. On va vers les gens. Des fois, il y a des endroits un peu plus spécifiques qu'on connaît où les gens sont. Alors, quand on connaît ces endroits-là, on peut y aller. L'idée, c'est de ne pas laisser les gens tomber entre les cracks, parce qu'il y en a beaucoup dans le système public, mais aussi dans le système communautaire. Mais on essaie de créer un filet de sécurité, en fait, pour les gens qui ne fitent pas dans les services, pour les gens qui sont désaffiliés un peu des services publics aussi. Fait qu'on essaie de pallier à ça en étant où les gens sont, en étant sur appel. I got a lump in my throat, 'cause you don't see the words wrong. On prévoit doubler la production d'électricité par éolienne au Québec au cours des prochaines années, et cela aura des impacts dans plusieurs régions. On apprend avec Sylvana Suarez de la télévision de l'Érable qu'à Sainte-Sophie d'Halifax, dans la MRC de l'Érable, on vous propose des visites guidées de pépinières d'éoliennes. Quel est l'intérêt des gens qui payent pour faire cette visite? Quelles sont les questions plus récurrentes? C'est de la curiosité, c'est parfois des questions de mécanisme, des questions environnementales. C'est très varié. Des fois, on a des groupes plus spécialisés qui ont des questions plus pointues. Mais en général, c'est monsieur, madame, tout le monde qui s'intéresse à ce qu'on dit, puis ils veulent en savoir toujours un petit peu plus. C'est très intéressant.
Bonjour, bienvenue à l'espace Sophia. Vous venez de quelle région? Victo? Drummond, Plessis, Victo. Votre première fois ici? Oui, tout le monde? Non? On est 35 belles personnes aujourd'hui. On fait 3 arrêts. Le premier à Sainte-Sophie. Le deuxième, c'est à Saint-Ferdinand, c'est où la station contrôle. Le troisième, aussi à Saint-Ferdinand, où est-ce qu'on va être vraiment plus proche d'une éolienne. D'où l'importance d'avoir le casque au cas où qu'il y aurait un oiseau, quelque chose, parce que ça... Tu sais, là, le vent, puis tout ça, ça vous protège, là. Mais il n'est pas arrivé rien depuis, là. C'est le fun, la vidéo, vous allez voir, c'est vraiment comment ils ont construit. C'est des images inédites, là, par drone. Fait que c'est vraiment un beau petit vidéo de 20 minutes. Fait que je vais vous poser des questions. Fait qu'écoutez bien. Je pars ça. Donc, nous, à Sainte-Sophie d'Halifax, on est une des 3 municipalités qui ont des éoliennes du parc éolien de l'Érable. Donc, il y a Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie d'Halifax et Saint-Ferdinand. Donc, en discussion, dans le fond, c'est déjà depuis 2015, si je ne me trompe pas, qu'on a commencé là, les discussions pour avoir cet accès-là au public, que le public puisse venir visiter. En fait, c'est une industrie, là. Produire de l'électricité avec l'éolien, c'est une industrie. Donc, c'est de donner cet accès-là au grand public pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne, comment ça s'est installé, quels ont été tous les préparatifs. Donc, c'est de donner accès à toutes ces informations-là. Donc, on a fait les discussions avec la MRC à ce moment-là de l'Érable et des représentants d'éoliennes de l'Érable. Et eux, et dans le fond, c'était dans leur objectif aussi que leur parc éolien soit accessible et vulgarisé, en fait. Donc, et pourquoi ça a été Sainte-Sophie d'Halifax? C'est que, en fait, dans le parcours, étant donné qu'on arrête à la sous-station et l'accès à la sous-station est par Sainte-Sophie d'Halifax. Donc, on a demandé, en fait, puis Espace Sophia, ça faisait partie de nos projet, en fait d'avoir du tourisme aussi, là. Donc, on est devenu la porte d'entrée pour le départ là, du circuit de la visite des éoliennes. C'est ça. Les études, 2011, les tours des vents. 2013, ça a commencé, novembre. Pour 20 ans, c'est un contrat avec les propriétaires. Ensuite, ils verront s'ils continuent. Est-ce qu'il y a d'autres technologies meilleures? Est-ce que... Ou bien on n'en veut plus, puis on démantèle ça. Ils ont déjà un fonds de démantèlement là, de prévu. Donc, en gros, c'est ça. Les gens ici, à Sainte-Sophie, étaient dans le quartier. Tout le monde a été, à part une famille peut-être, là, mais tout le monde a été favorable au projet parce que ça a emmené beaucoup de travail, beaucoup de travailleurs, des constructions de routes, des constructions de... Si j'avais à déboiser, bien, ils reboisaient toujours un peu plus. Il y a une route où est-ce qu'on va aller, il n'y avait même pas de route, là. C'est des motoneiges qui passaient là. C'est pas un secret, c'est pas caché que les éoliennes, c'est un sujet un peu controversiel ici dans la MRC de l'Érable. Est-ce que les gens, des fois, donnent des opinions, donnent des avis sur la situation, sur si c'est payant ou non pour la MRC d'avoir plus d'éoliennes, plus de projets éoliennes? Oui, oui, il y a plusieurs... pour ce qui est payant, tout ça, on a les chiffres là, qui disent que ça a été payant pour ici. Là, il y a des redevances, des retombées de millions de dollars. Là. Mais c'est ça, ça arrive qu'il y a des gens qui sont complètement contre, puis ils viennent ici, puis là, ils veulent donner leur opinion. Mais moi, je suis là pour informer, donner les faits. Puis, donc, je mets le tir, je redirige le tir en leur disant que moi, je ne suis pas ici pour donner mon opinion. Je suis ici pour présenter les faits, le nombre de kilomètres de routes qui ont été construites, le nombre d'arbres, le reboisement.
tout le procédé. Donc, c'est ça. Mais je suis assez stricte, là. Si ça arrive, moi, j'embarque pas là-dedans parce que même moi, j'ai de la misère à me faire une opinion là, des pour, des contre. Là. Donc, c'est une belle visite pour s'informer, puis après se faire son idée, sa propre idée. La fin de semaine passée, à Plessisville, il y a eu... Ouais, manquer de courant. Vous avez averti d'avance. Oui, c'est ça. Les travaux. C'est ça. C'est ça. Parce que tu vois ici, 102 mégawatts chacune, c'est le maximum. Mais s'ils ne vendent pas assez, c'est pas 2. Voilà. Fait que c'est sûr que c'est un maximum. 100 mégawatts, c'est un maximum aussi. C'est environ 35 l'efficacité. Hydro-Québec, c'est à peu près 55 %. Puis si on regarde il y en a qui disent pourquoi on ne met pas des panneaux solaires? Mais panneaux solaires, c'est moins qu'éolien. Fait que oui, on peut en mettre en plus, mais c'est à peine 20 % l'efficacité, 18 à peu près, 18 %. La station de contrôle permet une supervision 24 heures sur 7 jours par semaine grâce à des technologies qui fonctionnent sans la présence des employés quotidiens au poste. Cette station permet la transformation de l'énergie en une tension adaptée à l'usage humain. Bon, ben, je suis venue aujourd'hui parce que ça m'intéresse d'en apprendre plus sur tous les sujets. Alors, je trouvais ça intéressant de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est payant pour nous d'avoir construit ces éoliennes-là? Est-ce qu'on fait ça dans le but de faire de l'argent ou non? On fait ça dans le but de peut-être faire une autre alternative pour protéger l'environnement. C'est plus pour ça que je suis venue faire la visite. En même temps, je trouve que c'est un bon moment à passer en famille, dans la nature. Puis c'est beau hein, de voir les belles montagnes du coin. Là. Surtout là, on est l'automne, alors il y a des belles couleurs. Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé était à Grande-Rivière pour l'inauguration d'une nouvelle piste d'athlétisme, un investissement de plus de 700 000 $. Le 16 octobre dernier s'est tenue l'inauguration de la piste d'athlétisme située au complexe sportif Desjardins de Grande-Rivière. C'est un investissement total de 732 000 $, dont 550 000 $ de Développement économique Canada et le reste fourni par la ville de Grande-Rivière. Ces installations permettront de diversifier l'offre sportive à Grande-Rivière en incluant des compétitions et la population est invitée à venir en profiter pour ses activités sportives. Vous entendrez tout d'abord le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, par la suite la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Diane Leboutillier, et enfin l'entraîneuse du club d'athlétisme Les Lobsters, Brigitte Paradis. On a fait l'inauguration officielle de la piste d'athlétisme. On vient concrétiser le projet. Qu'est-ce que ça vous fait de voir c'est enfin complété? Écoutez, c'est sûr que on est très fiers là, de la piste d'athlétisme. Moi, quand je suis rentré maire en 2017, là, en prenant connaissance un peu de l'ensemble des dossiers de la ville, on savait très bien qu'il y avait une politique familiale en cours, politique MADA. On avait même là eu l'arrivée avec Brigitte Paradis qui avait commencé à initier des cours d'athlétisme là, ici à Grande-Rivière en faisant un club. Puis nous, c'est sûr, certain, avec la demande de l'ensemble de la population d'avoir là, un endroit sécuritaire dans lequel on peut marcher, répondre aux besoins de la population. Dans le cadre de la COVID, il y a eu comme un programme là, qui était disponible au niveau de Développement économique Canada. Donc, entre-temps, nous, on avait fait faire là, un peu les évaluations des travaux. On parle des coûts de travaux d'environ 732 000 $. Donc, c'est sûr que ce montant-là, nous autres, la ville, on n'avait pas la capacité financière pour aller de l'avant. Comme vous le savez, on est une population de 3 500. Par contre, là, Développement économique Canada, en déposant une demande d'aide financière, on a été en mesure d'aller chercher un montant de 551 000 $. Donc, il restait à peu près 200 000 à compléter.
Puis, grâce là, à l'appui de certains partenaires financiers que je tiens à remercier, entre autres, là, Gagnon et Fils, Picherie Michel Collant, Habitation Douglas Leblanc. On a aussi là, Distribution Bernatchez. Qui étaient des partenaires, qui nous a permis là, de ficeler le financement. Donc, à la piste d'athlétisme, de voir aujourd'hui qu'il y a un club de marche qui est en place, que de nos personnes âgées, que quand il y a des activités de fondation, que ce soit pour ramasser de l'argent au niveau du cancer de l'Est du Québec, les activités qui se visitent, on a même là maintenant un parascolaire qui est en place là, avec les littorales. Puis la piste d'athlétisme, là, je vous dirais, dans l'Est du Québec, c'est la plus importante. Puis moi, dans un autre niveau, d'essayer de trouver des façons pour faire du développement économique, d'apporter le maximum de retombées économiques, c'est que je trouvais regrettable qu'on n'avait pas les infrastructures dans la Rocher-Percé pour faire des compétitions régionales, entre autres avec l'ARCIC. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'à Grande-Rivière, que ce soit avec la piste d'athlétisme, que ce soit avec le nouveau gymnase à l'école du Bon Pasteur, puis avec le gymnase de la Polyvalente, si j'inclus les infrastructures à Chandler, ben on est en mesure de pouvoir acquérir des activités chez nous. Puis Brigitte Paradis, puis le club d'athlétisme me parlait même éventuellement d'organiser peut-être des compétitions régionales d'athlétisme ici à Grande-Rivière. Donc c'est un plus. Je vous dirais que ça va nous permettre là, de développer des nouvelles activités chez nous. La qualité de vie, c'est important. Donc, souvent, des gens, ils veulent trouver des endroits pour venir s'établir. Donc, présentement, à Grande-Rivière, je pense qu'au niveau du milieu de vie, que ce soit service de gaz, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau des infrastructures sportives, je pense pour une population de 3500, là, on est rendu qu'on se démarque. Puis il faut être fier parce que elle est utilisée à tous les jours. Puis j'invite à l'ensemble de la population, pas juste ceux de Grande-Rivière, mais de la MRC au complet. Parce que comme vous le savez, la contribution de 551 000 ont été allés chercher. C'est pour l'ensemble de la population. Donc je vous invite là, à venir faire un tour, de venir l'essayer si les gens qui l'ont jamais utilisé, mais vous allez l'apprécier. Puis je pense que vous allez vous assurer de continuer à pratiquer les activités ici à Grande-Rivière. Surtout venir marcher, courir, peu importe, là, mais c'est important. Le gouvernement fédéral a embarqué dans le projet de la piste d'athlétisme de Grande-Rivière. C'est quelque chose que vous trouviez important pour la région? Oui, on a travaillé justement avec la ville de Grande-Rivière, puis c'était vraiment un projet qui était important au niveau de la piste d'athlétisme, autant pour la population de Grande-Rivière, puis de toute la MRC du Rocher-Percé, mais aussi pour les étudiants. On sait qu'on a l'École des pêches et d'aquaculture du Québec, la Polyvalente qui est à côté, les personnes âgées, les aînés qui utilisent la piste d'athlétisme. Donc, c'était important au niveau du gouvernement. Puis c'est plus de 550 000 $ là, qui ont été investis pour la piste, pour un système d'éclairage, des panneaux, les panneaux d'affichage aussi là, électroniques. Donc, des bons investissements là, pour les communautés. En tant que citoyenne de la région, trouvez-vous ça important, ce genre d'infrastructure-là? Oui, c'est important parce que, ces infrastructures-là, c'est bon ça améliore la qualité de vie des citoyens. Ça fait la promotion au niveau de l'exercice, de l'activité physique. C'est aussi un endroit qui est sécuritaire. Les gens peuvent venir, vont être en groupe. Les madames vont se parler là pendant qu'ils vont marcher. Puis ça permet aussi pour peut-être des groupes communautaires de pouvoir faire des activités de financement au niveau des... fait que ça peut juste être un plus là, pour une collectivité. Puis comme je le mentionnais aussi, c'est un endroit qui est quand même... C'est sécuritaire. Les gens, c'est dans le centre du village. Les gens sont quand même assez près de chez eux. Si les gens sont fatigués, s'il arrive quelque chose, ben l'endroit est sécuritaire. Ça fait que ça, c'est plaisant. Puis on peut même, je dirais, j'encourage aussi, même au niveau
niveau des jeunes familles, les mamans, les jeunes, les nouvelles mamans, là, de pouvoir venir avec les poussettes, puis tu sais, marcher avec les enfants. Donc, c'est vraiment un bel endroit, c'est un beau lieu, puis c'était un beau projet qui a été présenté par la Ville de Grande-Rivière. Fait que pour moi, là, ça a été un plaisir de supporter la Ville puis de les accompagner par le biais là, de Développement économique Canada pour la réalisation de ce projet-là. L'idée de la piste d'athlétisme, vous l'avez apportée aux responsables de la Ville, de voir que ça s'est maintenant concrétisé. Comment vous trouvez ça? Bien, c'est sûr que pour moi, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est 10 ans, là, 10 ans de travail. Parce que quand je suis arrivée ici en 2015, ça fait 10 ans cette année, je suis à Grande-Rivière, j'ai parti mon propre club, puis je croyais à ce club-là, à sa réussite, mais je croyais aussi au fait peut-être d'avoir une bonne infrastructure à offrir aux jeunes pour qu'ils puissent s'entraîner sur de meilleures conditions. Puis aujourd'hui, de voir que ça s'est concrétisé, qu'on a coupé le ruban, là, oui, c'est énormément d'émotions pour moi. Maintenant, qu'est-ce que vous envisagez pour plus tard? Bien, c'est certain qu'à ça qu'on a la piste d'athlétisme, c'est sûr, j'aimerais améliorer les infrastructures autour de la piste, comme une aire de saut puis une aire de lancer, parce que pour recevoir des compétitions de certains niveaux, il nous faut une aire de lancer, une aire de saut qu'on n'a pas en ce moment. Donc, on a une belle piste, mais on n'a pas les autres choses autour qui fait pour recevoir de compétitions, parce qu'en athlétisme, il n'y a pas juste de la course, il y a des lancers, des sauts. Donc là, on va travailler les projets pour avoir une aire de saut en longueur et une aire de lancer. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. À Chandler, c'était la première édition du Salon des aînés de la MRC de Rocher-Percé et Valérie Pinault de Télévague y était. Aujourd'hui, on est à la première édition du Salon des aînés du Rocher-Percé. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, pour commencer, je suis bénévole au point de vue des super voisins, d'organismes dans le coin, pour être, comment on dit, pas surveiller ni épier, mais donner du service d'entraide à nos voisins. Et Franck m'a appelé pour me dire que je suis bénévole. Oui, je voulais participer parce que, comme on dit, c'était encore une autre manière de nous impliquer pour nos aînés, même si j'en fais partie. Puis de profiter de cette journée-là pour faire bénéficier à toutes les autres personnes aussi, comme on dit, de leur présenter qu'est-ce qu'il y avait comme service dans notre communauté pour aider. Puis souvent, c'est qu'on s'aperçoit que les personnes, souvent, sont trop isolées, puis ils n'iront pas chercher de l'aide personnellement ou encore à domicile. Mais dans des salons comme ça leur permet de goûter. Ils ont un menu vraiment complet de tous les organismes qui peuvent leur venir en aide. Souvent, ça peut être seulement un organisme, mais c'est ça qui va leur sauver beaucoup de désagréments et d'anxiété. C'est sûr qu'on veut de la bien-traitance, elle est là pour ça. Depuis ce matin, nous autres, on va être responsables des sondages. J'ai hâte de passer les sondages tantôt parce qu'on sait que l'activité « On bouge » qui est en bas, ça prend beaucoup depuis tantôt. Là, comme on dit. Les gens ont besoin de faire des activités. Seuls, ils ne feront pas ça. C'est normalement qu'avec un complice que tu vas le faire, puis souvent c'est une amie, une voisine. Souvent, ici, c'est des lieux de rencontre. C'est ça que ça leur permet. En fait, le yoga sur chaise, c'est beaucoup pour quand on est rendu dans notre vie où s'asseoir au sol puis se relever, c'est difficile, c'est long, c'est ardu. Fait qu'avec la chaise, on enlève cette étape-là. Tout ce qu'on ferait dans un yoga normal assis au sol, on va le faire assis sur une chaise. Puis on fait quelques postures debout, mais avec tout le temps la chaise pas très loin. Fait que si l'équilibre est un peu précaire, on peut tout le temps mettre la main sur le dossier de la chaise, aller chercher un peu plus d'équilibre. Fait que c'est des séances de yoga comme j'enseignerais à des gens dans la vingtaine, mais adaptées avec des capacités quand ça devient un peu plus difficile de s'asseoir au sol, de se relever quand l'équilibre est plus précaire. Puis c'est justement des choses qu'on veut travailler quand on avance en âge. Là, on veut pas tomber, on veut que notre stabilité reste là. Fait que c'est toutes des choses qu'on va aller travailler avec le yoga sur chaise. En fait, on leur présente des ressources là, en activité physique. Donc, par exemple, qu'est-ce que l'impact que l'activité physique peut avoir sur notre sommeil, sur la santé mentale. Aussi, on leur présente les ressources en activité physique qu'il y a de disponibles sur le territoire là, dans Rocher-Percé, puis où ils peuvent se joindre à des groupes d'activité physique. Là.
Vous travaillez pour qui? Moi, je suis à la direction de santé publique, donc j'ai un poste régional pour la Gaspésie-les-Îles pour déployer justement des programmes en activité physique et également en prévention des chutes. C'est très bien organisé, c'est très intéressant. C'est de valeur que je dois quitter avant la fin parce que mon monsieur avec lequel je suis doit s'en aller à l'extérieur. Jusqu'à maintenant, c'est un grand succès. Donc, les gens répondent à l'appel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont ici, beaucoup d'organismes, beaucoup de personnes aînées aussi, beaucoup de proches aidants aussi. Donc, ils viennent chercher l'ensemble des services, ils viennent voir c'est quoi les services qui sont offerts. Donc, on a des services de tous les organismes, on a des places pour pouvoir faire de l'activité physique aussi. Il y a des places pour pouvoir voir c'est quoi les services alimentaires, donc les petits plats givrés, qu'est-ce qu'on peut faire comme service et tout. Et il y a des places pour pouvoir faire avec les cercles d'infirmières, les clubs de l'âge d'or, tout ce qui est loisirs aussi. Donc, je suis content de voir que les gens apprécient. Donc, c'est une première édition. C'est sûr qu'il va y avoir certaines choses à pouvoir travailler un peu, mais jusqu'à maintenant, c'est un succès, ça va super bien. Qu'est-ce que vous offrez à manger ici? On offre la dégustation des plats congelés. C'est qui fait ça? Le garde-manger, un organisme qui était le programme de récupération supermarché, est devenu son propre organisme qui s'appelle le garde-manger et c'est eux qui produisent tous nos plats congelés. Puis la population, c'est où qui peut s'y procurer? Au centre d'accès bénévole. On a d'excellents commentaires. Puis là, je viens de recevoir le commentaire d'une dame qui m'a dit « C'est où je peux en avoir? » J'ai dit « Au centre d'accès bénévole. » Jusqu'à date, comment vous trouvez le salon? Moi, je trouve ça extraordinaire. Franchement, je m'attendais pas. C'était si bien organisé, étonnamment. Mais c'est très, très bien organisé. Les gens, ça participe bien. Puis, je veux dire, on manque pas de renseignements. Les jeux, c'est ici. Il y a une autre classe, si on mange. L'autre classe, ça bouge. L'autre classe, on est renseigné. Puis, il y a des kiosques, là, vraiment, pour tout, pour les aînés, pour la sécurité. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire pour moi. Ouais. Moi aussi, je suis bien satisfaite, très satisfaite. Je m'attendais bien à ça, là, un peu, mais je trouve ça vraiment extraordinaire. On a une guide qui nous dit où aller, puis moi, je trouve ça bien. Ouais. On a mal aux genoux, on prend notre temps, on n'est pas pressé, tout est merveilleux. Ouais. Moi aussi, je trouve ça, l'organisation. Ce qui m'a plus stupéfaite, c'est la publicité. Il y a eu beaucoup de publicité. Ça fait que je suis pas surprise du plus grand nombre de gens. Puis même à l'extérieur, il y a des gens pour le stationnement. Fait que tout est facilitant pour les personnes âgées. Non, c'est vraiment. Tout est ça à la poche. Là, avez-vous appris des nouvelles choses aujourd'hui? Des nouvelles choses, oui, surtout au niveau des kiosques pour la maltraitance des personnes âgées, en tout cas, comme les policiers étaient là pour les gens qui sont arnaqués, des choses comme ça. Puis je veux dire, foule de renseignements. Là, je pensais jamais qu'il y avait autant de ressources, là. Puis il y a plein de pamphlets qui nous donnent pour avoir tous les numéros de téléphone. Là, je te dis, moi, j'ai un sac bien plein, là, tu sais, de choses, mais c'est vraiment, là, merveilleux. Honnêtement, là, ça renseigne beaucoup. C'est la place. Daniel Yvon de CTRB nous apprend que la ville de Lanoraie a trouvé une façon originale pour l'Halloween pour parler de sécurité routière en invitant nul autre que les Beatles pour inaugurer un passage piétonnier. On va présenter les gens qui sont avec nous. Alors, nous avons Mme Lynne Clermont, qui est présidente du comité de sécurité routière. Parfait. Nous avons Mme Martin, qui est la directrice de l'école ici, la source d'Autray. On a les Beatles qui sont avec nous. Alors, pour ceux de notre génération, même les plus jeunes, allez voir Abbey Road et vous allez reconnaître le pourquoi de la traverse, les Beatles. On vous garde un punch là, plus vers la fin. On a M. Oussinou, donc qui est représentant de Action vers Zéro, un organisme qui nous collabore avec l'école, avec la municipalité pour justement inculquer aux jeunes des meilleures pratiques lorsqu'ils circulent sur la route. Et on a monsieur Steve, qui aussi est de Action vers Zéro. Et sur ça, je passais la parole à Mme Lynne Clermont qui pourra vous expliquer davantage pourquoi on est ici aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait. Parfait. Oui, Mme Clermont. Alors, aujourd'hui, notre journée, c'est une journée sécurité routière à l'école. Il y a eu, par Action vers Zéro, une rencontre avec tous les élèves de tous les niveaux. On va leur remettre à la fin de la journée, dans le fond, un petit permis de piéton parce qu'ils ont eu une formation cet avant-midi. Les parents vont aussi recevoir un dépliant explicatif dans leur sac ce soir. Donc, c'est vraiment une journée qu'on en profite de sécurité routière, puis on en profite pour inaugurer aussi notre nouvelle traverse piétonne.
Le permis de sécurité routière... Le permis de piéton, oui. C'est celui-ci. Qu'est-ce que ça donne aux enfants? Alors, ça leur permet de savoir les bonnes pratiques en sécurité routière. Donc, ce qui a été expliqué aujourd'hui, c'est comment utiliser la traverse piétonne, le respect au niveau des brigadières. Quand il n'y a pas de brigadière, aussi utiliser le nouveau signe, les flashers clignotants, le système. Donc, tout leur a été expliqué cet avant-midi. Donc, chacun, dans le fond, a la récompense de leur attention ce matin. C'est vraiment avec des diapos, des explications. Il y avait aussi la policière communautaire qui était parmi nous pour nous parler de l'Halloween et puis des fois recadrer les événements là, sécuritaires, la bonne pratique dans la municipalité. Notre idée première, c'est de sensibiliser les plus jeunes, donc les plus vulnérables. Et puis, en janvier, on va présenter un plan d'action en sécurité routière qui va être présenté à la population. Donc là, ce sera vraiment du plus jeune au plus âgé. Cette traverse-là, elle est primordiale parce que même si, même en présence de la brigadière, même avec la traverse, il y a beaucoup d'automobilistes qui ne prennent pas attention, qui ne prennent pas le temps. Donc, cette traverse-là, les lumières, la présence de la brigadière, elle est essentielle pour la sécurité de nos élèves parce que beaucoup de gens qui circulent ne respectent pas la limite de vitesse et sont imprudents. Et on a quand même 400 élèves à garder en sécurité et on les veut vivants et enjoués, nos élèves. Donc, ce matin, c'était une formation excellente. On est très fiers de faire un partenariat avec la municipalité pour conscientiser les élèves à leurs gestes, mais aussi, j'ai bien aimé la phrase du SUMO, me faire voir et voir. Donc, ça, c'est parfait pour nos jeunes. Ça fait 2 ans qu'on le fait, cette pratique-là. Et oui, j'espère que ça va devenir une habitude parce que c'est tellement important de revenir sur cette théorie-là, sur la sécurité, parce que c'est comme ça qu'on apprend par la répétition. Moi, mon nom c'est Ousseynou Tal. Je travaille pour la Fondation de recherche sur les blessures de la route. Okay. Donc, nous travaillons avec beaucoup de municipalités au Canada. On les accompagne dans tout ce qui est l'amélioration de la sécurité routière, que ce soit au niveau des corridors scolaires, et que ce soit dans la communauté, dans la ville, la municipalité d'une manière générale. Donc il y a la formation, après il y a le contrôle et l'application de la loi. C'est sûr que nous, on accompagne les communautés, on accompagne la population à savoir, ou à, en tout cas, adopter les bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Donc ce matin, on a fait spécifiquement sur la traversée piétonne, comment utiliser le passage piéton et quelles sont les étapes à respecter avant de traverser. D'une manière générale, on dit que plus de 90% des accidents sont dus. En tout cas, nous, on a l'habitude pas de parler d'accidents, on parle plus de collisions. Parce que quand on parle de collision, c'est un phénomène qui peut être évité. Oui. Et dans la plupart du temps, c'est le comportement humain qui est mis en avant. On peut être distrait, ça peut être la fatigue, ça peut être l'alcool, les stupéfiants, ainsi de suite. Donc, c'est le côté vraiment humain. Et nous, on se focalise plus sur le côté comportemental pour éduquer et former davantage les populations ou tous les usagers. Parce que nous, notre vision, c'est de s'assurer que tous les usagers de la route rentrent chez eux en toute sécurité. Ça fait quand même 50 ans qu'on existe, que la Fondation existe. Et chaque année, donc, on acquiert de nombreux projets et on accompagne plusieurs municipalités ou communautés dans l'amélioration de la sécurité routière. Comme je l'ai dit tantôt, la formation n'est jamais ou assez suffisante. On espère qu'avec cette initiative-là, avec la complicité de nos partenaires, la municipalité de Lanaurie, qu'on remercie au passage, donc ça va être quelque chose avec la directrice de l'école, quelque chose qu'on va répéter à chaque année. Parce que c'est sûr que, comme on l'a dit tantôt, donc, c'est jamais assez pour faire une formation, en tout cas quand il s'agit de rappeler les bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Merci. Et qui sait, peut-être que ça fera des petits, peut-être que d'autres communautés contacteront Action vers zéro pour implanter ce genre de programme-là. Alors nous, on se dit, vaut mieux en parler, il vaut mieux sensibiliser les jeunes. Les jeunes sont des vecteurs. Et ce soir, moi, je suis certain que les parents vont apprendre des choses. J'en suis convaincu que je ne dévoilerai rien. Ça m'a tenté beaucoup de le dire, mais je ne le dirai pas. Mais ce soir, les parents vont apprendre des choses, j'en suis convaincu. Ils ont juste à échanger avec les enfants, puis ils vont voir de quoi on parle. Alors voilà, je remercie Mme Martin, directrice de l'école, Lynn, la présidente du comité sécurité routière. Alors nous avons les 4 Beatles qui ont bien voulu jouer le jeu. Merci les gars. Vous avez une toune en tête à chanter ou non? Bye. Non,
À l'Oktoberfest de la Haute-Gaspésie, à Cap-Chat, on célèbre les produits locaux et leur qualité. Marie-Claire Roy, de la télévision de la Haute-Gaspésie, est allée y faire un tour. Je m'appelle Caroline Charrette, je suis agricultrice, puis je suis coordonnatrice du comité du développement des marchés publics de la Haute-Gaspésie, puis on a notre marché public ici à Cap-Chat. Puis ça fait combien d'années que le marché existe? Ça fait environ 6 ans. C'est pas nous qui l'avons commencé. Il y a eu d'autres personnes qui se sont impliquées au début. Et puis nous, on a repris le marché il y a 2 ans parce que pour toutes sortes de raisons, la municipalité ne pouvait plus le gérer au complet. Donc on s'est regroupé 5 producteurs pour prendre la suite puis administrer le marché public. Ça fonctionne bien. C'est ouvert de quelle date à quelle date, le marché public? C'est ouvert de la fin juin, comme autour de la Saint-Jean, jusqu'à fin septembre. Puis généralement, on clôture avec un bel événement, comme on a fait aujourd'hui à l'Oktoberfest. Ça fait plaisir de te voir, Marie. Vous offrez quoi comme produit aujourd'hui ici? On vend le saumon fumé, le saumon mariné en jerky, et on a des fromages fumés, des fromages fins, et on a des fromages en grains. Je vais juste vous parler de notre produit vedette, c'est le jerky de saumon. Saumon mariné et déshydraté. Et c'est un petit bonbon. Allô, ça sent bon ici. C'est toi qui es le cuisinier de l'Oktoberfest à Cap-Chat. Oui, c'est moi qui grille les saucisses. Oui, puis les saucisses sont à quoi? On a les saucisses porc et bœuf, la Ferméole à Cap-Chat. Oui. On a les saucisses de Gras-Dur, de Saint-Anne-des-Monts. Vous êtes ici toutes les semaines? Oui, à partir de la fin de semaine de Saint-Jean jusqu'à fin septembre, on est là tous les samedis de 9h30 à 2h, tous les samedis, tout l'été. Vous offrez quoi comme produit? Moi, j'offre du bœuf local, sans hormones, sans produits de conservation, sans antibiotiques. Produit ici à Cap-Chat d'une ferme de ça fait 38 ans qu'on est en action. Bonjour, moi c'est Karine Poulain, naturopathe, avec ma gamme Montrégal végétal. Donc, je produis localement des produits à base de plantes médicinales que je cultive et récolte. Donc, il y a des tisanes, des vinaigres, des huiles alimentaires, des huiles pour la peau et des miels aromatisés. Alors bonjour, je suis Sylvie de la distillerie Cap-Chat. Alors ici, on présente certains de nos produits de la distillerie. On vous offre de les déguster. On offre à la distillerie une vodka, on a plusieurs différents gins, différents arômes. On a des eaux de vie également et des liqueurs. Oh, allô! 1 kilo. Donc bonjour, je m'appelle Marie, je travaille pour le comité ZIP Gaspésie. Donc, Comité ZIP Gaspésie, dans le fond, on travaille partout en Gaspésie, puis on va faire de la concertation puis de la sensibilisation sur plusieurs choses. On va travailler principalement en milieu marin et milieu côtier. Donc, aujourd'hui, dans le fond, on va vous parler un peu de nos projets. Est-ce que c'est toutes des choses que toi, tu fais personnellement? Eh oui! Okay. De mes blanches. J'ai fait des pantoufles. Okay. J'en fais avec de la laine douce et de la laine traditionnelle là, à l'acrylique. C'est tout confortable, c'est tout durable. J'ai des chouchous aussi pour les cheveux, pour enfants et adultes. Ensuite, j'ai des bracelets tressés. J'ai aussi des foulards. Je vais faire 2 points, moi, comme ça. Pas dans une zone... Oh! Pourquoi je le lance moi, maintenant? Qu'est-ce que c'est votre nom? Marc-Antoine Deroy. Je suis en train d'écrire un livre sur le parc Forillon. Ça serait bien de faire un événement, justement, avec votre livre. Parce que c'est sur l'histoire du parc Forillon. Ben, c'est la géologie, la nature et l'histoire. Donc, l'histoire fait partie du livre, c'est ça. Donc, à notre organisme, on a la librairie et le musée à côté. C'est bien de faire des événements littéraires comme ça, surtout quand ça touche l'histoire de la région. À Vaudreuil-Dorion, on vous propose d'utiliser des codes QR pour rencontrer les 6 gardiens de la Tour d'eau. Un reportage de Louis-Éric Masse de C'est-Sûr.tv. À
la suite de la réalisation du projet artistique d'envergure de la Tour d'eau en 2019 et du lancement du documentaire Les Gardiens de la Tour en juin dernier, C'est sur la télé en collaboration avec la Ville de Vaudreuil-Dorion et le ministère de la Culture et des Communications est heureuse de dévoiler un panneau incluant un volet numérique vidéo via des codes QR. C'est quoi le projet des codes QR? En fait, les codes QR qu'on voit ici, ça vient s'inscrire dans le cadre de notre entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, on avait eu un financement, là, en fait, un partenariat avec eux pour faire la superbe murale sur la Tour d'eau. Et il y avait une partie qui était aussi tout ce qui était, en fait, un peu médiation numérique également, qu'il fallait mettre de l'avant. Donc, les codes QR viennent un peu appuyer cette partie-là, cette phase-là du projet. On a voulu aller beaucoup plus loin, au-delà du film, pour que les gens puissent vivre une expérience interactive à la suite. Donc, il y a des panneaux qui ont été installés. Et oui, on peut lire les petits textes, mais on est dans un monde où est-ce qu'on veut beaucoup plus que lire. On veut réagir. Alors, il y a des codes QR qu'on a programmés. Qu'est-ce qu'on découvre dans ces fameux codes QR-là? Bien sûr, ce sont les personnages sur la tour, nos 6 gardiens. Le gardien de la famille, le gardien de la culture, le gardien de la mémoire, le gardien de l'eau. Ce sont tous des personnes, des personnages qui ont eu un impact important dans la région, des personnages historiques, des personnages qui représentent des aspects importants de la culture et des arts de la région. Je pense que la Ville a un rôle de diffuseur, de gardien aussi du patrimoine, de le faire connaître à ses citoyens. Puis de cette façon-là, je pense que ça peut amener justement les gens à mieux s'approprier leur territoire. Le panneau situé au pied de la tour d'eau du secteur d'Orion permettra aux passants curieux d'en apprendre davantage sur les personnages qui veillent sur les habitants de Vaudreuil-Dorion. Pendant plus de 20 ans, à tous les étés, la romancière Gabrielle Roy s'est rendue à son chalet de Petite-Rivière-Saint-François pour s'inspirer et écrire. Mathieu Larivière, de TVCO, nous informe que son chalet deviendra un musée. On écoute son reportage. La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François lance en grande pompe le chantier du chalet-musée Gabrielle Roy, qui devrait accueillir des artistes en résidence et des visiteurs à partir de l'année 2026. L'établissement permettra d'honorer l'une des grandes dames de la littérature franco-canadienne qui a séjourné pendant plus de 2 décennies dans la région. C'était son lieu de création. Ce que j'ai pu lire et comprendre, c'était vraiment le lieu d'inspiration de Madame Roy où elle aurait rédigé la majorité de ses romans. Elle venait passer ses étés ici, là? Elle venait passer pendant 22 ans. Je l'avais, en tout cas, elle a passé de 1960. Elle a acquis le chalet un peu avant, mais commençait à passer ses étés, d'après ce que j'ai lu, jusqu'à 82. Probablement pas tous ses étés. J'imagine qu'il y a eu d'autres activités, mais pendant 22 ans, quand même, c'était ici où, essentiellement, elle venait se recueillir et avoir aussi, je pense, elle avait des amitiés sur le terrain autour ici. Mais c'était essentiellement son lieu de création durant l'été. L'intérieur du musée a été pensé par le musée de Charlevoix pour se remémorer la vie de Gabrielle Roy. C'est sûr qu'il faut comprendre que c'est un petit chalet. Bien, c'est un chalet. Et ce qu'on vient rechercher ici, c'est vraiment un lieu d'inspiration. Donc, il n'y aura pas de transformation majeure dans le lieu, dans la partie habitable du chalet. C'est revoir aussi, c'est de revoir où est-ce qu'elle accueillait les gens, où est-ce qu'elle écrivait, parce que c'est quelqu'un qui était apparemment très structuré. Ça aussi, c'est selon ce que j'ai lu, qui avait quand même, le matin, elle écrivait, ensuite, il y avait ses sorties en campagne. Donc, son lieu de création, le lieu où elle recevait,
Et on va mettre en valeur tous les romans, tout ce qu'elle a, les photos avec ses amis, dont René Richard, et sa dactylo, l'endroit où elle travaillait, sa chambre à coucher, des choses intimes quand même. Et aussi du matériel que je ne connais pas en ce moment, mais que détient le musée de Charlevoix, qui a déjà fait quand même une exposition sur Madame Roy il y a quelques années. Je ne connais pas la date exacte, mais donc il y a du matériel qui est au musée de Charlevoix. Le parcours muséal rendra également hommage à l'œuvre littéraire de l'écrivaine manitobaine. Dans le concept développé par le musée, les pièces vont être associées à 1 ou 2 romans. Ces enfants de ma vie, La petite poule d'eau, Bonheur d'occasion, les lieux qui vont essayer de retracer, de mettre plus en valeur certaines étapes de la vie de Madame Roy. Et dans le chalet, il y a quand même une partie, parce qu'au moins on a la chance d'avoir une partie qui est le garage, qui est vraiment pas agréable aujourd'hui, pas du tout, mais qui nous permet de faire une transformation pour pouvoir faire une petite zone de visionnement, une mini-boutique, un lien avec le parc extérieur, le parc cet été qui chantait. Donc, la partie garage va être la partie qu'on va pouvoir transformer et aussi pour faire une entrée accueillante, parce qu'en ce moment, on arrive sur le terrain, on cherche l'entrée, mais l'entrée sera plus du tout l'entrée actuelle. Donc, ça va être dans le garage qu'on va transformer ça pour accueillir les gens. Et une petite salle de visionnement, on va pouvoir aussi, entre autres, visionner les entrevues ethnologiques qu'on a produites ou dont on a produit une première étape et on va faire une suivante là, cet été. Donc, où c'est des gens on va capturer, je vous dirais, la mémoire vivante des gens qui ont côtoyé, qui ont connu Madame Roy. Un parc interprétatif extérieur intitulé « Cet été qui chantait » sera également aménagé autour du chalet-musée. Un architecte de Lamalbaie a été approché pour la conception de ce projet. Mon défi, ça a été de savoir comment, à un moment donné, on aborde un projet de ce type-là, parce que c'était dans un univers privé. Et plus comme ce que j'ai l'habitude de faire dans certains projets où c'est du public. Et justement, avec le fait qu'on envisage que ça soit aussi une résidence artistique qui va accueillir des artistes qui vont être présents et jumeler la visite avec quelqu'un qui va venir créer, il y avait un double défi. Il fallait garder un certain sentiment d'intimité. Exactement. Et en plus de ça, il fallait aussi conserver pour moi, le projet que Gabrielle Roy elle avait quand elle venait créer ici l'été. C'est qu'elle venait s'extirper du monde urbain, de toutes les mondanités, puisqu'elle était quand même déjà connue. Et puis, donc, il fallait qu'elle se retrouve dans un univers où elle était tranquille pour pouvoir créer et puis inspirer. Donc, le lieu est inspirant, parce qu'il y a le paysage, parce qu'il y a les gens aussi de Petite-Rivière-Saint-François, avec qui elle a lié pendant ces 30 années où elle a passé ici des amitiés fortes. Elle était liée avec le lieu, mais aussi avec les gens. Et puis, les choses étaient imbriquées les unes aux autres. Et c'est ça que j'ai voulu travailler et être respectueux de ça. Et c'est pour ça que dans le projet de développement, au niveau du concept, j'ai voulu être respectueux. Et comment on pouvait être respectueux en faisant un aménagement? C'est de ne pas créer quelque chose qui soit trop proche du chalet et qui soit, qui laisse le visiteur en périphérie. On ne peut pas faire une forme de voyeurisme. Exactement. Oui, on invite les gens à la connaître, mais à être encore respectueux, comme si elle était encore là en train de créer. C'était ça l'idée. Le lieu extérieur sera également porteur d'une mission artistique. Il y a aussi l'idée de dire à un moment donné, cette artiste-là, c'était une écrivaine, et puis ça passe par le récit. Et on sait bien que le Québec, c'est un pays de récits. Et on a voulu créer un espace aussi où on allait pouvoir s'exprimer, où des conteurs allaient pouvoir venir raconter des histoires. Donc, d'où l'idée de faire un amphithéâtre dans un élément naturel où les choses, au niveau de l'espace, de la configuration, se prêtent au jeu. Ça sera un petit agora, en quelque sorte. Exactement, mais en plus de ça, on le voit pas bien là, mais il y a comme un petit dénivelé. On va venir installer des bancs de façon très naturelle. Et puis, écoutez, l'arrière-plan pour pouvoir venir raconter des histoires ici, c'est fantastique.
Ce sont plus de 500 000 $ qui seront investis dans le projet qui devrait être inauguré d'ici l'été 2026. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. Je remercie toutes les télévisions communautaires participantes et je vous dis à bientôt.